On a tous des rêves, des choses que l'on aimerait cocher dans notre vie. Une belle maison, une belle voiture, ou partir en voyage. États-Unis, Canada, Australie. Et après, il y en a qui ont des projets de voyage un peu différents. J'ai ouvert Google Maps et je suis tombé sur cette petite île tout au nord. J'ai donc pu échanger avec Yvan Lazare, qui avec ses potes sont partis à l'aventure pendant 5 mois en direction de Svalbard, l'une des zones les plus au nord du monde. On a pu parler de la préparation de ces 5 mois intenses, des victoires et des galères, et puis sa rencontre avec l'ours polaire. Bonne vidéo. Salut Yvan, déjà merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. Je suis vraiment content de faire un format posé avec toi dans ce lieu, donc l'appart, qui est un lieu, comme tu le vois, qui est sympa, événementiel à Toulouse. Déjà, pour commencer, pour te présenter déjà très rapidement, pour que les gens comprennent un peu le projet que tu as eu, parce que si je t'ai contacté, c'est parce qu'avec 3 amis à toi, vous avez eu l'idée de faire un projet qui sort quand même des projets de vacances de base, puisque vous avez réalisé 5 mois, plus ou moins, à vous déplacer, à finir dans un bateau électrique en Arctique, grosso modo, donc dans le nord de la carte du monde, enfin le plus au nord, plus ou moins. Bon, déjà pour commencer, comment vas-tu? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce projet fou que vous avez eu? Écoute, merci Hugo pour ton invitation. Moi, je suis très content d'être ici aussi, dans cette ville dont je suis originaire, à Toulouse. C'est vrai que à chaque fois que je reviens ici, je prends plaisir à partager des moments avec tous les copains qui sont ici. Le projet donc Kauna, c'était en effet l'objectif de faire un peu une manière de voyager qui était différente, c'est-à-dire qu'on voulait arriver à mêler deux sports qui nous tiennent beaucoup à cœur, qui sont le ski de randonnée et la voile. Et donc on voulait aller à un endroit sur la carte où on puisse faire les deux d'un coup. Donc la manière dont ça s'est passé, elle est un petit peu folle, c'est que on regardait forcément très au nord ou très au sud, quels sont les endroits auxquels on peut avoir accès. Et on s'est dit, on va aller sur cette île-là, le Svalbard, donc qui est un archipel d'îles entre 77 et 79 degrés nord. Donc c'est vraiment l'endroit habité le plus au nord du monde. Et on s'est dit qu'on allait aller naviguer jusque là-bas avec notre petit voilier, donc à propulsion électrique. Et donc on est parti avec 4 autres copains qui sont dans la même école d'ingénieurs que moi. Et on a décidé de faire ce voyage de 6 mois. Alors, c'est pas vraiment un voyage dans le sens voyage avec des copains, ça ressemble plus, on va dire, même presque à un projet entrepreneurial, une expédition, parce que ce qu'on voit quand on regarde nos vidéos ou notre film, c'est cet aspect forcément plus déconne, sport et plaisir. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce qu'il y a derrière et tout l'aspect administratif, les relations avec la presse, la gestion du budget. C'est des grosses choses à arriver à faire bouger. Et puis, bien sûr, aussi les sponsors qui nous ont permis forcément de financer l'expédition. Et on va en parler justement après plus en détail du film que vous avez réalisé, parce que du coup vous êtes parti 5 mois et vous nous en avez ramené des images, puisque vous avez fait un film à la fin. Et juste déjà avant de parler de ça, pour comprendre déjà le profil de personne que tu es au départ, est-ce que jeune, tu étais vraiment le gars qui a une pile électrique, qui court partout, qui est d'une famille sportive? Tu vois, est-ce que déjà tu peux nous expliquer le contexte de base pour poser un peu le... Ouais, alors le contexte, il est, on va dire, différent pour chacun d'entre nous. On va dire qu'il y avait des gens qui avaient plutôt un bagage technique sur la voile, des gens qui avaient plutôt un bagage technique sur la montagne, et d'autres qui ont tout appris sur le tard. Moi, pour ma part, c'est vrai que je faisais beaucoup de bateaux et beaucoup de montagnes quand j'étais petit, pas du tout pile électrique, justement, peut-être même plus posé, parce que c'est souvent une qualité qui est requise dans ces sports-là, la réflexion, l'analyse et la compréhension du milieu. J'avais cette idée depuis longtemps d'arriver à mêler les deux disciplines. C'est d'ailleurs comme ça que le film commence, hein, sans vouloir trop spoiler, mais en fait au début je dis une phrase qui est ouais, depuis que je suis tout petit, quand je suis à la mer j'ai envie d'être à la montagne et quand je suis à la montagne j'ai envie d'être à la mer. Et en fait ça résonne avec ça, c'est la mentalité des deux milieux qui est au final tellement proche, même si les deux lieux géographiques sont super éloignés, qui fait que la mer et la montagne ça colle bien
dans un film et dans une expédition comme celle-là. Et ouais, on a ramené beaucoup d'images. Il faut s'imaginer qu'on avait en tout 5 caméras différentes à bord du bateau. Et on a filmé énormément, tout en format cinéma pour pouvoir faire un film qui fait un petit peu moins d'1 heure. On essaye de montrer au plus de monde possible pour essayer de faire continuer à vivre cette expédition, même maintenant qu'on est rentré. Et justement, tu parlais très rapidement, tu as évoqué la logistique, la préparation, le côté entrepreneuriat. Pour qu'on réalise un peu, parce que moi, du coup, je me posais des questions spontanément. Déjà, la première étape, c'est la préparation. Bêtement, est-ce que déjà tu changes de pays, j'imagine que tu as peut-être des permis, des autorisations, parce que tu vas dans des lieux quand même, c'est pas l'autoroute là-bas. Comment ça s'organise ça? Quelles sont les démarches que tu dois faire? Et même le bateau, parce que pareil, trouver un bateau, on ne doit pas prendre le premier bateau quand on va sur le bon coin, quoi. Comment vous préparez ce truc? C'est clair. Alors pour l'aspect préparation de nous-mêmes, nous on n'avait jamais fait des longues navigations, de partir loin comme ça, donc c'était vraiment un truc nouveau. Donc on a passé plein de permis et de formations pour se dire merde, s'il y a quelqu'un qui se fait un bobo quand on est en mer loin de tout, comment est-ce qu'on fait pour le soigner? Donc il y avait un aspect forcément de médecine en mer qu'on a beaucoup regardé. Il y avait de la mécanique aussi, parce qu'on a beaucoup de choses sur le bateau qui peuvent casser. Et c'est arrivé, on a dû beaucoup bricoler sur l'aspect électrique, sur l'aspect mécanique, les moteurs et ainsi de suite. On a dû passer le permis de chasse aussi en France, parce que en fait, quand on était au Svalbard, donc c'est un archipel où il y a beaucoup d'ours polaires, il y a plus d'ours polaires que d'habitants. Et par conséquent, en fait, c'est obligatoire dans la loi, dès qu'on quitte un peu la seule ville de l'archipel, d'avoir toujours une carabine par groupe. Et donc, c'était important pour nous, si on voulait pouvoir louer une carabine quand on arrivait, de savoir s'en servir. Donc, bien sûr, le but, c'était surtout pas d'utiliser, de s'en servir. On avait aussi ce qu'on appelle des flare guns, donc qui permettent d'essayer d'effrayer si jamais on a une attaque d'ours avant de se retrouver dans une situation trop dangereuse. Et tout ça mis bout à bout, ça fait que, en fait, même si l'expédition en tant que telle, elle a duré à peu près 5 mois, déjà les 2 mois avant, on était complètement à plein temps sur la préparation de l'expédition, l'entraînement physique en montagne, apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble. Et sur même les 6 mois précédant ça, nous, on était tous en stage sur Paris et autres. Et tous les soirs, en fait, on planifiait le programme, on recherchait des sponsors, on cherchait un petit peu à savoir qui c'est qui viendrait nous rejoindre sur le bateau, à quel moment. Et tout ce travail-là, en fait, ça permet, pour 5 mois d'expédition, en fait, de se dire, il y a en fait 5 mois de préparation presque avant. Et du coup, tu parles du bateau là, comment ça s'est passé? Alors le bateau, c'est vraiment la question que tout le monde nous pose. À la base, nous, on cherchait beaucoup sur ce qu'on appelle sur les pontons, donc on se baladait, on essayait de voir qui étaient les propriétaires de bateaux qui accepteraient de nous en prêter. Et au final, on a trouvé ce super bateau qui en fait était tout neuf au moment où on est monté dessus. Et le deal, c'était, nous, on fait les premiers tests, parce que c'était un bateau électrique, donc un petit peu prototype dans la manière dont il avait été réfléchi et conçu. C'était le premier bateau électrique de ce type-là. Et donc, on fait tous les tests avec un aspect ingénieur. On fait un long rapport pour savoir ce qui marche pas, ce qui peut être mis à plus grande échelle ou non. On invite aussi les propriétaires sur le bateau à des endroits forcément sympas après avoir passé les longues traversées qui sont des moments souvent pour le moral un peu plus difficiles. Et comme ça, on a construit le projet. Et bien sûr, en fait, le deal, c'était juste qu'on subvenait au coût classique du bateau, c'est-à-dire l'emprunt, l'assurance, les petites casses qu'on peut avoir. Et en échange, on avait ce super bateau, donc un JPK 45. Donc ça veut dire 45 pieds, et donc ça fait à peu près 14 mètres de long. Donc ça paraît petit sur les vidéos qu'on peut voir, mais en fait, en vrai, on est allé jusqu'à 7 personnes à l'intérieur. Il faut s'imaginer que l'intérieur, c'est un petit peu comme un grand camping-car aménagé où tout est bien optimisé pour rentrer à sa place.
Et nous, bah, on se balade de port en port en essayant de trouver des endroits le plus sympas pour planter notre camping-car et vivre comme ça. Mais on peut vivre vraiment en autonomie sur ce voilier-là. Donc, on parlait de l'aspect logistique du bateau, etc. Ouais. Moi, j'ai une dernière question un peu sur cet aspect-là de préparation, parce que justement, je parlais du déplacement. Comment ça se passe pour trouver des spots? Est-ce qu'il y a des forums, je ne sais pas, spécialisés peut-être, qui montrent un peu certaines zones? Est-ce que vous devez déclarer absolument tous les endroits où vous allez par sécurité et du coup, vous n'avez pas trop de liberté sur place, un feeling de se dire, bon, on s'arrête là, comment ça se passe? Non, il n'y a pas il y a pas du tout d'autorité qui vérifie ce qu'on va faire. Avant d'être au Svalbard, en fait, on est obligé de donner un planning prévisionnel, mais au final, il n'y a personne qui vient vérifier si on le respecte ou pas, parce qu'il n'y a quand même pas grand monde dans ces endroits-là. La manière dont ça se passait, elle est très simple, c'est que faut s'imaginer que ces endroits-là, il y a très peu de cartes de montagne, en tout cas pas du tout à la résolution à laquelle on est habitué en France. Les cartes marines, pareil, du fait du mouvement des glaciers, des alluvions, en fait, elles sont de très mauvaise qualité. Donc, nous, des fois, bah, ça arrive qu'on veut aller à un endroit où on a repéré sur la carte qu'il y a peut-être des pentes qui pourraient se skier, mais on n'est pas sûr, sauf qu'on se retrouve bloqué par la glace. D'autres fois, bah, on regarde à la jumelle et la pente qu'on avait prévu de skier, bah, elle est pas enneigée, donc bah, il faut se rediriger. Donc c'est vraiment en permanence de l'adaptation et de l'improvisation pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir aller et qu'est-ce qui va être le meilleur pour nous faire plaisir et puis pour ramener des belles images pour le film aussi, quoi. Et justement, tu parles du film, là, pour en reparler. Déjà, est-ce que dès le départ, dès la première seconde, quand vous avez pensé à un projet de voyage, enfin de voyage d'aventure, vous vous êtes dit, il faut ramener un film, ou est-ce qu'à mesure, vous vous êtes dit, mais attends, on va partir plusieurs mois au fin fond du monde, entre guillemets, et il faut qu'on rapporte quelque chose? Comment ça s'est fait, cette idée-là de docu? Alors ouais, c'est une très bonne question. En fait, ça a vraiment résonné avec bah, les personnes qu'on avait à bord. À la base, il n'y avait que Baptistin et moi. Donc moi, j'étais plutôt pour la partie bateau. Baptistin, c'est un très bon montagnard hein, qui a grandi dans les Pyrénées, donc qui est super calé là-dessus. Ça aide. Et on s'est dit, tiens, ce serait quand même bien d'amener un film. Et il se trouve qu'un de mes colocs, bah, qui était un super bon skieur, pas du tout montagnard, mais très skieur, et passionné, donc c'est Quentin, c'est lui qui a réalisé le film, est passionné par ça, est passionné de faire des films, de réaliser des films à la GoPro, il fait ça depuis super longtemps. Et puis comme c'est un super copain, un mec qui skie comme un dieu et qu'il est super bon en film, et on s'est dit en fait c'est le partenaire idéal, et c'est lui qui a vraiment porté le projet et qui avait cet œil artistique que nous, bah, quand on est en train forcément de s'occuper du bateau, de s'occuper de la montagne, du matériel, de la sécu et tout, bah, on n'a pas le temps d'avoir ça, et Quentin, il a ajouté ce petit grain de folie et cet œil artistique. Ouais. Et justement, tu dis que toi, tu étais quand même celui de l'équipe qui était assez calé, entre guillemets, enfin pour on va dire l'aspect maritime pur par rapport à d'autres qui étaient beaucoup plus novices. Est-ce que tu n'as pas eu cette sensation quand même, avant de partir plusieurs mois, un peu de responsabilité de te dire, bon, faut quand même qu'on y arrive, quoi, tu vois, Si, par rapport grave. à d'autres, quoi. Ouais, non, grave, ça faisait partie des trucs qui faisaient peur, parce que forcément, bah, être capitaine ou skipper d'un bateau, ça implique ouais, beaucoup plus de responsabilité que ce qu'on peut juste s'imaginer comme ça. Et le but premier, et ce à quoi on pense tout le temps, c'est de ramener tout le monde en bon état. Ouais. Et faut s'imaginer qu'en plus, quand on est parti de Lorient, donc en début mars 2022, j'étais le seul à savoir faire du bateau à bord. Donc forcément, il y a des trucs qui ne sont pas encore acquis sur des réflexes de sécu, sur des réflexes qui font parfois peur. Et ce qui fait que bah, dans le premier mois, ouais, c'était tout le temps une attention dingue pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, à la fois pour le bateau, parce que bah, c'est un peu ton radeau de sauvetage. Quoi. Si le bateau ne va pas bien, Personne ne va bien. Personne va bien. Et sur les bonhommes qui sont dessus, parce que s'adapter à un environnement qui bouge en permanence, qui est humide, et ainsi de suite, c'est pas facile. Et justement, tu dis que c'est pas facile. Pour qu'on réalise un petit peu aussi ce que c'est, parce que c'est vrai quand on projette d'extérieur, on a ce côté bout du monde, on imagine les cadres un peu, mais on n'imagine pas forcément les obstacles qu'on peut rencontrer dans ce genre d'endroit.
Donc sans forcément spoiler des choses, mais de façon assez généraliste, est-ce que tu peux nous dire les problèmes qu'on peut rencontrer quand on a ce genre d'idée, quoi? Alors, quand on va faire du bateau, et surtout du bateau dans les mers du Nord, euh, on est quasiment obligé de passer par la mer du Nord, qui est cette mer qu'il y a entre, en gros, l'Angleterre, la Norvège, le Danemark et le nord de la France. Et donc nous, on est passé droit dedans, on est parti de Dunkerque et on est allé jusqu'à Trondheim, donc en Norvège. Donc ça fait un voyage d'à peu près 600 ou 700 milles, donc 1000 nautiques, ça fait à peu près un peu plus de 1000 km en tout. Et donc on a fait ces 1000 km et quand on préparait la navigation, il faut se dire qu'on était le seul bateau de plaisance à ce moment-là dans la mer du Nord, donc, qui est réputé pour être un peu tendu au mois de mars. Et là, c'est vrai que pour le coup, on n'est pas tout seul, hein. Il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui fait la même chose que nous. Il y a énormément de cargos, il y a beaucoup de champs d'éoliennes, il y a beaucoup de plateformes pétrolières, plateformes gazières, et il y a plein de bancs de sable. Donc il faut en permanence avoir le nez sur la carte, vérifier qu'on ne va pas se prendre une collision avec un gros bateau. Et tous ces aspects-là, ça rend la navigation encore plus Fastidieuse. ouais, pas fastidieuse, mais vraiment, vraiment intense et faut pas se planter. Alors que d'un autre côté, quand on était au Svalbard, pour le coup, là, il n'y avait plus personne. Donc, il fallait faire forcément super gaffe, pas se taper un iceberg, pas se taper un glaçon. Faire attention à quelles pouvaient être les conditions météo, parce que forcément, on ne captait pas, donc on n'avait que notre relais satellite pour pouvoir nous ramener des petites infos météo de temps en temps. Et au final, quand on prend tout ça, on se rend compte que en fonction de la mer sur laquelle tu es, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Et donc dans la mer du Nord, c'était plutôt faire attention aux autres, alors que plus on était au nord, plus c'était regarder quelle va être la température de l'eau, savoir si elle baisse beaucoup, parce que ça peut signaler la présence d'iceberg. Regarder les cartes météo pour savoir si jamais il va y avoir une tempête qui va arriver, parce que c'est des endroits où on a très peu d'endroits pour se réfugier et pour se mettre à l'abri si jamais. Ouais, tu peux pas tricher là. Voilà. Donc, en fonction de l'endroit où on est, il y a beaucoup plus de, enfin les contraintes sont pas du tout les mêmes. Et par rapport à ce que toi tu projetais, parce que quand même il y a un minimum d'anticipation quand on fait ce genre de trajet, on sait à quoi s'attendre et on sait qu'on va avoir des problématiques, enfin ou en tout cas des choses à appréhender quoi, quand on y est. Toi, avec le recul maintenant, sachant qu'en plus tu es celui un peu qui avait le plus de vision sur ce qui pouvait se passer, est-ce que tu trouves qu'il y a eu plus de problèmes que prévu, moins, tu vois, quel bilan tu fais de ce que tu avais imaginé et ce qui s'est vraiment passé sur place quoi? Je dirais que quand on se prépare, on cherche pas à prévoir quel va être le problème qui va arriver. En tout cas, les obstacles, tu vois, je veux dire, dans le sens. On cherche plutôt à se préparer pour être prêt à répondre à la plus grande diversité de problèmes qu'on pourrait rencontrer. Tout ça, ça veut dire que il y a un moment dans l'expé où quand on avait des gens qui nous demandaient où est-ce qu'on en était, on disait c'est super cet expé parce qu'on sait qu'on va être surpris par quelque chose, mais on n'a aucune idée de ce que ça va être. Et donc, voilà, parfois ça va être une pièce qui va casser, parfois ça va être des conditions qui ne vont pas du tout être celles qu'on a l'habitude de voir quand on est dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Et on était en permanence en train de s'adapter et de comprendre comment ça fonctionnait cette météo et ce bateau. Et ouais, le but, c'était pas du tout d'arriver à trouver toutes les issues possibles qui pouvaient se passer. C'était plutôt d'être en permanence attentif pour pas que s'il y a un problème, ça puisse faire un engrenage un peu terrible qui nous emmène dans une situation mauvaise. Bon, du coup, pour poursuivre juste sur l'aspect un peu, on parlait des obstacles, etc. Juste une dernière chose pour qu'on puisse réaliser cet aspect, parce qu'en fait, nous, on imagine les cadres avec la neige, avec le truc, tu vois, le décor. On n'imagine pas la température ressentie aussi, parce qu'il y a une histoire de météo. Est-ce que tu peux nous dire un peu le ressenti sur place et d'ailleurs, est-ce que ça correspondait à tes attentes? Parce que finalement, tu te dis, bon, mais en fait, c'est pas si extrême que ce qu'on pourrait imaginer nous, en tout cas d'extérieur. Est-ce que tu peux du coup nous parler de cet aspect-là? Ouais, c'est vrai qu'on s'imagine
le froid glacial. C'est vrai qu'on se caillait beaucoup, mais on va dire on n'a pas eu des températures extrêmes, des moins 40 et autres, parce qu'on est arrivé en fait pendant l'été là-bas, et pendant l'été il fait des températures positives. Le plus froid qu'on ait eu, c'était un moins 15 une nuit, assez au début d'ailleurs, c'était quand il y avait encore de la nuit, parce que au bout de quelques semaines d'expédition, en fait, on était pendant le jour permanent là-bas au-delà du cercle polaire. Donc on a eu jusqu'à moins 15, mais par contre, comme nous on cherchait à faire une expédition qui était plutôt responsable et qu'on a cherché à limiter au maximum notre impact en termes d'énergie fossile. À l'intérieur du bateau, on chauffait assez peu notre habitacle, et donc ce qui était plutôt, on va dire, pesant et usant, c'était qu'il faisait toujours entre 12 et 14 degrés à l'intérieur du bateau. Donc ça va, mais quand on vit là-dedans tous les jours pendant plusieurs mois d'affilée, en fait ça prend beaucoup d'énergie, du coup tu manges beaucoup plus, tu vas avoir une consommation qui va être beaucoup plus grande et tu vas être super fatigué tout le temps. Donc ces aspects-là, c'est vraiment à prendre en compte quand tu prépares ton expédition. Mais derrière, on voyait des bateaux qui étaient pas loin de nous, qui pour le coup avaient forcément un plus gros confort à bord, mais les consommations à cause du chauffage étaient bien plus élevées, quoi. C'est bien en tout cas que vous ayez eu cette sensibilité-là. Et du coup, ensuite, pour avoir une vue un peu large au final, un peu bilan aussi, parce que j'imagine que dans ce genre d'aventure, on vit des histoires entre nous en plus, 4 potes, ça doit être incroyable à vivre. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote, un truc qui te vient en tête, je sais pas, qui t'a marqué ou... Ouais, une anecdote, alors je sais pas trop quel ton tu veux y donner. Celui que tu veux, franchement. L'anecdote qu'on raconte beaucoup, c'est quand on s'est fait attraper du coup dans une bouée. Donc c'était entre Bodø et les îles Lofoten. Donc c'est souvent un endroit que les gens connaissent beaucoup parce que c'est un endroit touristique en Norvège. Et en fait, on s'est retrouvé au milieu de la nuit à voir le bateau qui s'arrête d'un coup, à pas comprendre pourquoi ça a lieu. Et en fait, on avait notre hélice et notre safran qui était entouré dans un filet de pêcheur. Et là, on Cette pouvait image, elle plus est bouger. irréelle. Et c'était vraiment, ça faisait vraiment peur parce que faut s'imaginer l'eau à 4 degrés et vraiment la peur, comme il y avait il y avait beaucoup de vent à ce moment-là, la peur d'avoir soit l'hélice, soit le safran qui s'arrache. Et donc à partir de là, c'est une grosse voie d'eau, donc ça veut potentiellement dire qu'il faut abandonner le bateau. Donc là, on a dû tout de suite prendre mesure de ce qui se passait. On a décidé d'appeler les gardes-côtes, pas pour leur demander direct de l'aide, parce qu'ils ne pouvaient pas trop nous dépanner à ce moment-là, mais surtout pour leur dire, écoutez, nous on est là, on a un problème, on essaye de se débrouiller tout seul, et comme ça au moins si jamais ça dégénère, vous êtes prêts de votre côté à éventuellement réagir. Et au final, ça a duré à peu près 45 minutes, donc à essayer de faire plein de techniques pour se libérer de cette bouée-là. Nos moteurs, ils fonctionnaient plus, donc on était vraiment assez bloqués. Et au final, c'est Baptistin qui vraiment était à moitié dans l'eau, donc complètement habillé, à essayer de couper le lien qui nous retenait à cette bouée pour essayer de nous libérer. Et au bout de 45 minutes, on a réussi à se libérer, à reprendre notre route. Et là, c'était un vrai soulagement. Et c'était aussi un moment où on s'est dit, heureusement que le bateau était costaud parce que sinon, ça aurait été vraiment chaud. Ouais, puis 45 minutes, c'est quand même long. Et du coup, tout à l'heure, je te demande une anecdote. J'imagine qu'il y a eu un autre truc assez fort à voir. Et au tout début, tu as parlé du permis de chasse, etc. Parce que vous vous êtes dit, c'est une éventualité où peut-être il y a de grandes chances de voir des ours. Je ne sais pas à quel point c'était probable ou pas. Mais du coup, ça fait quoi d'avoir vu de si proche? En plus, c'était pas du tout un cadre touristique. Vous étiez seul, 4 potes comme ça, un peu au milieu du monde. Avoir des ours, qu'est-ce que ça fait de voir ça devant soi, quoi? C'est clair. Alors, ce qui est assez fou avec les ours, c'est que on s'y était préparé comme des fous. Et au final, on a fait presque un mois de ski au Svalbard et on n'a pas croisé un seul ours. Donc, super, parce que nous, on n'avait pas envie de les croiser sans les prévoir. Mais à 3 jours du départ, on s'est dit, putain, quand même, on les a pas vus, ce serait bien de les trouver. Et donc là, on a commencé pendant plusieurs jours
en chercher, à demander à tous les bateaux qu'on croisait est-ce qu'ils en avaient vu, essayer de les pister. Et au final, on a réussi à retrouver leurs traces, entre guillemets. Et il se trouve qu'il y avait une plage où il y avait un beluga qui était mort, échoué. Et donc les ours, ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient autour du beluga en train de se nourrir progressivement. Et donc on a pu se rapprocher d'eux super proches à bord du bateau qui nous permettait d'être en sécurité. Et c'était un vrai souvenir de fou parce qu'il faut s'imaginer qu'il est 3 h du matin, il fait plein jour. Nous, ça fait quand même un mois qu'on navigue au Svalbard, donc c'est des conditions qui sont très exigeantes d'un point de vue sommeil. Puis là, on passe 1 heure avec ces ours qui sont là, qui s'amusent, et ça fait un petit peu comme les pandas qu'on voit dans les zoos où ils sont tout le temps en train de se marrer entre eux. Il y avait 2 jeunes qui s'amusaient avec les goélands. Enfin, c'était vraiment des très beaux souvenirs. Et sur la faune aussi, un des trucs qu'on a découvert et qu'on n'imaginait pas du tout, c'est les morses. Donc là, pareil, il faut s'imaginer des grosses bêtes de 1,5 tonne qui n'arrivent pas à marcher sur la plage et qui sont vraiment des tas de graisse pour arriver à passer l'hiver avec des énormes défenses. Et ça fait, ils s'entassent en fait pour se tenir chaud, donc ça te fait des énormes tas de 30-40 bêtes sur la plage. Et quand il y en a un qui bouge et qui réveille le copain, il se prend un coup de défense pour lui dire qu'il devrait faire plus attention. Donc c'est vraiment c'est une faune complètement délirante, quoi. Pour continuer, du coup, j'imagine que quand tu reviens comme ça de plusieurs semaines d'expédition, tu as évoqué quand même la fatigue et j'imagine qu'elle devait se ressentir parce que en dehors du froid et des conditions, il y a quand même un autre truc, c'est que vous n'êtes jamais complètement relâché, j'imagine, au niveau du sommeil parce que tu sais qu'à tout moment, comme tu le disais, il y a un iceberg, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, tous les éléments sont pas contre toi, mais il faut toujours faire avec et tu dépends d'eux en fait. Donc tu ne dois pas être complètement relâché. Quand tu reviens de 5 mois d'un truc comme ça, tu dois être fracassé, non? Ouais, d'un point de vue fatigue, c'est vrai que c'était compliqué. Il faut s'imaginer que quand on est en voilier, on a des cycles qui sont très courts, c'est-à-dire qu'on va rester 2 heures éveillé, puis tenter de dormir pendant quelques heures ensuite, mais c'est très compliqué parce que dormir quand on se fait vraiment bouger par les vagues tout le temps, c'est compliqué. Et pour le coup, donc là, on est tous à faire des quarts, donc on se croise que pour se dire bonjour, bonsoir et laisser la place au suivant. Tu peux expliquer ce que c'est des quarts pour ceux qui ne savent absolument pas? Ouais, alors l'écart, le principe, c'est que sur un bateau, il faut toujours avoir quelqu'un qui soit à ce qu'on appelle à la veille, c'est-à-dire veiller les autres bateaux, les icebergs, tout ce qui pourrait se passer autour qu'on n'aurait pas prévu et pour lequel il faudrait bouger la direction du bateau, bouger le réglage des voiles. Et donc, on va passer plusieurs heures tous les jours et toutes les nuits à être responsable du bateau et à être la seule personne qui doit être réveillée et qui doit faire attention à ce qu'on puisse continuer à avancer pendant que tout le monde dort. Et donc on fait ces quarts et il y a un planning où on reste 2h30 éveillé, et puis ensuite en général on a un petit peu de temps pour manger, pour éventuellement lire si les conditions ne sont pas trop dures. On essaye de dormir pendant 4 heures à peu près et puis on est reparti sur un nouveau cycle. Donc comme on était 4 sur le bateau, on faisait des roulements comme ça. Mais par contre, quand on est arrivé proche d'une montagne et qu'on voulait aller skier, pour le coup là c'était parfois des sessions qui faisaient 10 heures, 15 heures d'affilée. Donc là il fallait qu'on soit tous en phase et qu'on ait tous suffisamment de sommeil pour réussir à faire du dénivelé, à avoir toute sa tête quand on est en montagne, parce qu'il faut toujours être concentré. Et donc, ça demande d'être beaucoup plus agile sur notre capacité un peu à piloter notre sommeil. De toute façon, on était tellement fatigué qu'on dormait facilement sur commande. Mais je dirais que le plus dur, c'est pas forcément de rentrer et d'être décalqué ou d'avoir un rythme bizarre. C'est plutôt d'aller sur le bateau, en fait, de s'habituer à la chaleur, à la vie sèche et à dormir dans un lit qui ne bouge pas. C'est assez facile, alors que de faire tout ça dans l'autre sens, c'est plutôt compliqué. Ouais. Et souvent, quand on part en voyage, il y a vraiment ce truc de se dire quand on revient, c'est toujours enrichissant de découvrir quand on part un peu loin d'autres cultures, d'autres lieux, etc.
vous, c'est un voyage encore plus fou en termes d'expérience. Qu'est-ce que toi, tu retiens peut-être un peu de ces 5 mois, quoi. 5 mois, en plus, c'est énorme. Moi, ce que je retiens, c'est des moments vraiment intenses avec des copains que maintenant je connais mieux que personne. Ça, c'est sûr. On a vécu vraiment entassés les uns sur les autres, pas dans le mauvais sens du terme, mais plutôt dans le sens camaraderie, quoi, et à prendre soin les uns des autres au maximum, qui faisait cet esprit de cordée ou cet esprit d'équipage, en fonction du milieu dans lequel on est. Nous, ce qui est super dans notre expédition, c'est que on a réussi en fait à remplir tous les objectifs qu'on s'était fixés au moment de partir. On voulait aller au Svalbard, on voulait voir des ours, on voulait skier là-bas, on voulait apprendre tout un tas de choses. Et en fait, l'expédition, elle a largement dépassé ce que l'on espérait nous trouver. Et le film qu'on a fait, on en est super fiers pour cette raison-là, parce que on arrive à montrer quelque chose qui vraiment nous représente et qui arrive à faire comprendre en moins d'une heure ce que l'on a réussi à vivre pendant plus de 5 mois avec la préparation et tout. Donc c'était vraiment quelque chose qui nous a fait plaisir et dont on est vraiment fiers maintenant. Je vous fais une courte interruption parce que j'avais posé une dernière question à Yvan sur la diffusion du film. Entre-temps, il y a eu des dates de projection qui sont sorties qui n'étaient pas encore dévoilées pendant notre échange. Donc pour vous résumer, le film s'appelle Kauna Arctique au gré des vents. C'était en gros le nom de son voilier et de l'expédition. Le film il est diffusé dans des festivals de montagne et d'aventure en France. Donc ils ont fait une tournée en France et ils ont même eu une date en Roumanie. Je vous partage le visuel avec les quelques dates. Je vous laisse faire une capture d'écran si ça vous intéresse, si vous habitez dans le coin. Et puis on reprend pour la fin de la vidéo. Ok, écoute, merci beaucoup. Et puis encore une fois, je termine en remerciant quand même Philippe Spanghero qui m'a permis d'être dans ce lieu très cool en même temps pour ces formats un peu posés, c'est quand même sympa comme cadre. Voilà, merci. Merci à toi pour l'invitation. Et puis du coup, pour les gens qui ont regardé cette vidéo, déjà si vous êtes arrivés jusque-là, j'imagine que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos avis et à dire ce que vous pensez en commentaire. Je mettrai aussi des liens, peut-être un peu d'informations, vos réseaux, etc. Pour les gens qui sont un peu curieux, qui veulent un peu creuser du coup votre aventure. Et puis en tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.